Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre 282e briefing éclairage sur l'actualité en Russie. Alors avec une équipe au complet aujourd'hui, on a Arnaud, Igor, on est complet. Donc le jeudi, comme vous savez, c'est le briefing complet avec toute la partie économique et politique russe intérieure. Et puis bien entendu, tout ce qui se passe à l'étranger. Igor nous dira ce qui s'est passé depuis lundi. Voilà, rien de particulier à rajouter. On va passer directement la parole à Arnaud. Que s'est-il passé dans le monde russe d'un point de vue politique et économique? Merci, Président. Bonjour à tous. S'agissant de l'économie, il y a tout d'abord le Fonds monétaire international qui a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la Russie pour cette année, pour l'année en cours. Il table désormais sur une croissance de 0,6% en 2025. C'est assez proche de ce que prévoit l'Académie des sciences de Russie, l'Institut de prévision économique, 0,7. Pour 2026, le FMI évalue la croissance en Russie à 1%. Encore des chiffres avec le compte courant de la Russie qui, sur les 8 premiers mois de l'année, affiche un excédent de 22 milliards de dollars, ce qui représente un recul de 48% par rapport à la même période de 2024, ce qui paradoxalement n'entraîne pas de baisse du rouble. C'est fait partie des grands mystères macroéconomiques de l'époque. Pourquoi le rouble ne bouge pas? Ce serait, disent certains spécialistes, lié à la spécificité des échanges et des mécanismes d'échange avec la Chine. Euh, la Chine représentant plus de 200 milliards d'échanges commerciaux avec la Russie. Je continue avec les chiffres, avec la macroéconomie. Je vais parler du budget. On sait que c'est un sujet particulièrement important en soi et a fortiori dans le contexte actuel euh, de guerre en Ukraine et de nécessité pour l'État de financer son opération spéciale, entre guillemets. Eh bien, en septembre, et pour le deuxième mois consécutif, le budget a été exécuté avec un excédent, 4 milliards d'euros en septembre. Sur l'ensemble de l'année, cependant, le déficit devrait atteindre 2,6%. Je rappelle qu'initialement était prévu 1,7% de déficit. Le ministère des Finances, dans un contexte, on le sait, de recherche de ressources, a annoncé que le système d'imposition simplifié des auto-entrepreneurs ne serait pas revu avant 2028, c'est-à-dire à la date d'expiration de la période de test de 10 ans décidée en 2018. C'est sensible puisqu'il y a près de 13 millions d'auto-entrepreneurs en Russie et que la tentation était grande. Euh, alors non pas au ministère des Finances, mais ailleurs, dans d'autres instances russes, de relever le taux d'imposition qui est extrêmement avantageux, puisqu'il est de 6% actuellement. Le marché de l'automobile qui confirme qu'il se porte mal, puisque seuls 895 000 voitures neuves ont été vendues en Russie sur les 9 premiers mois de l'année, ce qui représente une baisse de 22%. Alors, je reste dans le secteur automobile. J'avais évoqué la semaine dernière l'hypothèse enfin, c'est plus qu'une hypothèse, ce qui était sur la table de la révision à la hausse des barèmes pour la taxe sur le recyclage. C'est un dispositif qui vise finalement à imposer des voitures d'importation dont la puissance est supérieure à 160 chevaux. Pour certains modèles, ça équivaut pratiquement à doubler le prix des véhicules. Il s'agit d'assécher certains circuits d'importation par des particuliers et ça crée des remous à l'échelle de la Russie. Et on voit je dirais que de très nombreux Russes cherchent à acheter des véhicules avant l'entrée en vigueur de ce dispositif, ce qui engorge une partie des douanes. On a vu aussi une manifestation à Vladivostok, qui est très concernée historiquement par les importations en provenance du Japon. Tout ça a conduit
et je l'avais suggéré la dernière fois, me semble-t-il, le vice-premier ministre Mantourov a reporté, en tout cas a demandé au ministère de l'Industrie de reporter d'au moins un mois l'entrée en vigueur de ce dispositif. On verra si c'est pour botter en touche, pour gagner du temps, ou si c'est une manière d'enterrer cette réforme. Quelques mots des régions, puisque les tensions financières, qui ne sont pas encore une crise, mais quand même, on voit plusieurs signaux et plusieurs feux qui passent à l'orange, eh bien, on le voit également au niveau des régions. Les régions qui, pour certaines d'entre elles, ont du mal à boucler leur budget, ou qui, en tout cas, sont amenées à regarder un peu plus leurs dépenses. Plusieurs signaux. D'abord, des primes d'engagement pour les nouveaux contractuels qui veulent partir en Ukraine. Dans certaines régions, par exemple au Tatarstan, ces primes d'engagement, en tout cas le volet régional, qui ne dépend pas du ministère fédéral de la Défense, eh bien au Tatarstan, qui s'est passé de 2,7 millions de roubles, c'est-à-dire presque 30 000 euros, à 400 000 roubles. Et il y a d'autres régions comme ça. Et par ailleurs, plusieurs régions, dont Novosibirsk, Orenbourg, Krasnoyarsk, envisagent d'augmenter certains impôts et contributions régionales, notamment sur les transports. Et à Irkoutsk, le gouverneur fraîchement réélu a donné quelques chiffres sur le trou dans la partie recettes de son budget. Pour la région d'Irkoutsk, on parle de 27 milliards de roubles, c'est-à-dire près de 300 millions d'euros. Donc les finances régionales sont un autre sujet à surveiller. Pour ce qui est des primes d'engagement, je mets un petit bémol quand même, parce qu'on voit que dans certaines régions, à l'inverse, elles augmentent. Ce qui peut vouloir dire que dans certaines régions, les quotas de recrutement sont atteints pour cette année, alors que dans d'autres, les indicateurs ne sont pas atteints. Mais enfin, quand même, il y a des tensions sur les finances régionales, ce qui est tout à fait logique dans le contexte actuel. Quelques mots de politique intérieure, de société, avec le Service fédéral de sécurité, le FSB, qui a ouvert une enquête criminelle visant 23 personnalités russes en exil. Certaines sont très connues. Je pense en particulier à Mikhail Khodorkovsky, l'ancien patron de Yukos, M. Yashin, opposant bien connu, l'ancien Premier ministre Kassianov, en poste de 2000 à 2004, et bien d'autres. Ils sont donc poursuivis dans le cadre d'une enquête pour extrémisme, terrorisme. Et cette décision est sans doute à relier avec un vote de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui a institué une plateforme pour le dialogue avec des opposants au régime de Vladimir Poutine. Donc il s'agit pour le Kremlin, pour les autorités russes, d'envoyer un signal très fort à toute personne qui pourrait être tentée de peut-être voilà, de continuer à dialoguer avec ces personnes-là. En tout cas, les autorités russes qui avaient libéré, échangé certaines de ces personnalités il y a peu, les gardent dans le collimateur, très clairement. Un sondage du centre Levada, selon lequel 51% des répondants, donc une faible majorité, mais quand même une majorité, disent craindre une mobilisation générale en Russie. C'est en hausse, c'est en hausse. On entend des rumeurs comme il y a quelques mois. Donc 51% aujourd'hui contre seulement 34% il y a 18 mois, en février 2024. Donc c'est un sujet qui n'est pas un sujet d'inquiétude prioritaire, mais c'est quelque chose qui reste en toile de fond, qui a plutôt tendance, dans l'esprit de nombreux Russes, de 51% d'entre eux en tout cas, euh, à être une forme d'interrogation. Quelques mots sur l'immigration. D'abord pour vous dire que Vladimir Poutine a entériné un document hier, un document conceptuel, le concept de la politique migratoire de la Russie. Alors c'est un document cadre un peu général, mais qui confirme que cette question est importante pour la Russie aussi, avec des impératifs, on le sait, difficilement conciliables entre des impératifs de faire entrer de la main-d'œuvre et beaucoup de craintes dans de larges segments de la société russe sur
la sécurité, l'identité, etc. En tout cas, au cours des 8 premiers mois, le ministère russe de l'Intérieur a expulsé 35 000 étrangers en situation irrégulière. J'en viens maintenant à la région de Tambov, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Il y a quelques régions comme ça qui font parler d'elles, qui sont en quelque sorte des laboratoires où sont testées des idées ou voilà, des pistes politiques. Il y a Vologda, dont j'ai parlé, qui s'est fait, dont le gouverneur Filibonov a fait parler de lui en interdisant ou en limitant drastiquement la vente d'alcool, en s'attaquant aussi à l'oligarque local Mordachov, le patron de Severstal. Bon, Tambov, l'expérience est un peu différente. Il s'agit pour le Kremlin d'installer un gouverneur ancien combattant d'Ukraine, M. Pervichov, qui était confirmé dans ses fonctions il y a quelques semaines, et lui-même a décidé de s'entourer de d'autres anciens combattants euh, euh, qui exerceront les fonctions de conseillers. Et il a également recruté un ancien de la région de Kherson pour les questions économiques. Donc, à voir si ça s'étend à d'autres régions ou pas, mais la région de Tambov, en tout cas, est très clairement précurseur sur ce dossier-là. Deux autres nouvelles qui me paraissent significatives, d'abord, et dont on parle beaucoup en Russie ces derniers jours. Il y a tout d'abord le gouverneur de la région de Samara, M. Fedorychev, en poste depuis un peu plus d'un an, qui précédemment, et c'est pour ça que c'est intéressant à mon avis, était le bras droit d'Alexei Diumine, ancien gouverneur de Toula, dont certains disent qu'il est peut-être l'un des successeurs potentiels de Vladimir Poutine. Eh bien, M. Fedorychev, donc, qui a été nommé et élu à la région de Samara, lui aussi fait parler de lui défraie la chronique politique et médiatique. Il a eu quelques décisions, quelques nominations assez exotiques. Et puis là, il a renvoyé devant les caméras, dans des termes fleuris dont je vous épargne le détail, un chef de district. Ça a beaucoup choqué, voilà, ça a suscité beaucoup d'émotions dans la forme. Donc certains sont allés jusqu'à dire que peut-être ce monsieur avait quelques problèmes psychologiques, je ne sais pas, mais en tout cas, dans un paysage politique plutôt morne, ce type d'événement, évidemment, est très remarqué. Et c'est intéressant parce qu'encore une fois, il était considéré comme le bras droit de quelqu'un qui peut-être est promis à un avenir national plus affirmé dans les années qui viennent. Et puis, il y a cette polémique, ou ce début de polémique, tué dans l'œuf, relative au nouveau billet de banque de 500 roubles. La Banque de Russie, il y a quelques jours, avait annoncé un vote, une votation, comme on dirait en Suisse, à propos du design du nouveau billet, avec en lice deux projets, deux idées, deux pistes. D'abord, quelque chose d'assez neutre, l'Elbrus, et par ailleurs, Grozny City, et ses bâtiments flambant neufs, la cité d'affaires de la capitale tchétchène. Et tout ça a pris une tournure assez politique et apparemment incontrôlable aux yeux du Kremlin, puisque ce vote en ligne a commencé à mobiliser des dizaines de milliers de personnes, avec d'une part la mouvance Z, mais pas seulement, également le parti Jean Nouveau qui a fait campagne pour l'Elbrus, et de l'autre côté, évidemment, Kadyrov et les Tchétchènes qui, considérant que le Caucase du Nord est peu représenté, la Tchétchénie n'est pas vraiment représentée sur les billets de banque, voilà, que c'était le moment de faire un geste. Finalement, la Banque de Russie a décidé de clore ce vote, de suspendre cette procédure. Je ne pense pas qu'elle l'ait fait spontanément. Je pense qu'il y a eu quelques coups de fil qui ont été passés. En tout cas, cet épisode est intéressant, il n'est pas anecdotique et il confirme, selon moi, et ces propos n'engagent que moi, la montée en puissance d'un rejet, mais un rejet qui se fonde aussi sur une crainte de M. Kadyrov au sein du microcosme moscovite. Pour terminer, la personnalité en hausse de la semaine, à mon avis, c'est M. Potanine, Vladimir, le patron de Norilsk Nickel, francophone et autrefois francophile,
qui a été reçu assez longuement le 15 octobre par Vladimir Poutine. Et enfin, le chiffre de la semaine que je retiens, c'est 41 ans, l'âge moyen des habitants de Russie d'après l'agence Rostat. Voilà, Président, ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Et 41 ans, c'est en hausse, en baisse ou c'est La Russie n'échappe pas au vieillissement de la population caractéristique de tous les pays du Nord. d'accord, malgré l'allongement enfin, ou grâce plutôt, l'allongement de l'âge moyen et tout ça, j'imagine. Alors, avant de passer la parole à Igor, on a deux réflexions là, sur ce que sur ce dont tu parlais. Les primes d'engagement qui baissent, au début, il y avait peut-être une lecture en disant c'était parce qu'il y a moins besoin d'engager, mais ça va en contradiction avec les craintes d'une d'un recrutement, enfin pas un recrutement, comment on appelle ça, Une d'une mobilisation. mobilisation. Donc, quel est est-ce que c'est une bonne lecture ou pas, ou est-ce que Alors, ce dont on est à peu près sûr, parce que tout le monde le dit, y compris le président Poutine, c'est que enfin, le conflit continue et va continuer sans doute pendant de longs mois, peut-être un an, peut-être même 2 ans. Donc, évidemment, la Russie, comme l'Ukraine d'ailleurs, a besoin de nouveaux soldats. On sait que les appelés n'ont pas vocation à être déployés en Ukraine, donc qui est déployé? Ben, des contractuels, des militaires de carrière. Jusqu'à présent, la Russie est arrivée à recruter à peu près 30 000, 35 000 contractuels par mois. Certaines sources, mais c'est difficilement vérifiable, et encore une fois, on ne cherche pas à le vérifier, vous le comprenez, disaient que c'était un peu moins évident ces derniers temps. En tout cas, et ce qui pourrait d'ailleurs expliquer un décret, ou plutôt plutôt un amendement à la loi sur les réservistes en Russie, qui crée de nouvelles procédures qui pourraient, en tout cas c'est une hypothèse, permettre, afin d'éviter une mobilisation, de recruter à flux tendu un nombre plus important de réservistes. En tout cas, je pense qu'il y a moins d'argent dans les régions de Russie. Je ne prends pas beaucoup de risques en affirmant cela, mais je note quand même que dans certaines régions, ces primes d'engagement augmentent, ce qui me fait dire que, outre les considérations financières, il y a aussi les quotas qui sont remplis ou ne sont pas remplis dans certaines régions. Et je pense que les régions qui promettent moins d'argent sont des régions où les quotas ont été atteints. Et deuxième question, ça concerne l'immigration. Donc, euh, le président Poutine a pris une position forte ou il est resté flou? Non, le président Poutine essaie de concilier ces deux impératifs, encore une fois, avec la nécessité de faire venir de la main-d'œuvre. Et il insiste par ailleurs sur l'autre nécessité, qui est celle de voir les immigrés respecter les lois et de faire en sorte que cette migration n'entraîne pas une augmentation de la criminalité. Donc il reste, je vais dire, assez consensuel. Il veille à ne pas prendre trop parti. J'attire votre attention sur le fait, par exemple, que l'année dernière, après l'attentat à la salle de concert Crocus, qui a ravivé tous ces débats sur l'immigration, son contrôle, eh bien, au sein du gouvernement, ce qui est très rare, il y a eu des positions contraires qui ont été exprimées, avec d'une part, je vais dire, le bloc sécuritaire, le FSB, le ministère de l'Intérieur en particulier, mais aussi le chef du comité d'enquête, M. Bastrikine, qui insistait sur la nécessité de limiter l'immigration, facteur de risque sécuritaire, et par exemple M. Lavrov, qui s'est élevé contre les projets d'introduction de visas pour les ressortissants d'Asie centrale. Là, il y a une question qui arrive, alors je ne sais pas si vous pourrez répondre à ça. À propos de Tambov, on disait expropriation de la société Lanta. Y a-t-il un rapport changement politique dans l'administration de Tambov? On va suivre ce dossier, mais je préfère ne pas répondre à ce Mais stade. je crois qu'on n'a pas d'informations beaucoup plus fortes là-dessus. Très bien, eh bien, sans plus attendre, Igor, nous sommes suspendus à tes lèvres. Nous t'écoutons.
Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par parler de Donald Trump et de la situation autour des missiles Tomahawk, puisque ça reste quand même un sujet très suivi côté russe et pas seulement. Donald Trump, alors je vous fais l'économie de tous les tweets et différentes déclarations, parce qu'en fait, on pourrait gloser sur chacune, mais ça n'apporterait pas grand-chose. Néanmoins, j'en retiens une, c'est celle qu'il a faite lorsqu'il était à la Knesset le 13 octobre dernier, puisqu'il s'est rendu en Israël pour son œuvre de médiation pour résoudre ce conflit à Gaza. Et donc, il s'est livré à de très nombreuses, évidemment, déclarations, mais il y en a une notamment qui a retenu mon intérêt, c'est qu'il entend poursuivre son œuvre de pacification et de mettre fin au conflit à travers le monde. Et dans la longue liste des conflits qui est devant lui, eh bien, il compte désormais s'atteler de nouveau, plus sérieusement, à mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et il a d'ailleurs demandé à son envoyé spécial, M. Witkoff, dont on a parlé à plusieurs reprises ici même, de se focaliser, de vraiment se concentrer sur la résolution de ce conflit, étant donné que M. Trump estime qu'il a mis un terme au conflit à Gaza et qu'évidemment que ceci va fonctionner. Ce qui reste évidemment à prouver. Alors, M. Zelensky doit venir à la Maison-Blanche demain pour rencontrer le président américain. Il va certainement lui reparler des missiles Tomahawk, hein, dont moi-même je vous parle depuis maintenant une quinzaine de jours, depuis que le sujet en fait est tombé dans l'actualité. Il n'y a pas eu beaucoup plus d'évolutions concrètes hein, sur ce thème-là. On sait après, la presse américaine cite des quantités de missiles qui pourraient être livrés à l'Ukraine. On parle d'une vingtaine à une cinquantaine de missiles tout au plus. Enfin, quand je dis livrés à l'Ukraine, là, c'est à prendre avec beaucoup, mettre vraiment entre guillemets, parce que je vous avez expliqué un petit peu mon scepticisme par rapport à la question du lanceur, et j'ai toujours pas de réponse aujourd'hui. Ça reste quand même très très flou, cette histoire de qui concrètement va tirer ces missiles, à partir de quelle plateforme. Il n'y a pas de réponse très précise, et même pas de réponse du tout. Et même la presse américaine est très elliptique, hein, quand vous prenez le New York Times, le Financial Times, qui fouille le sujet, mais pas de réponse claire sur qui va mettre en œuvre et qu'est-ce qui va mettre en œuvre ces missiles. Alors, pour juste vous donner, cela dit, sur le volume qui est évoqué par la presse américaine, le volume que j'ai cité, hein, 20 à 50 missiles. Bon, un missile coûte 2,5 millions de dollars environ. C'est évidemment une belle somme. Et pour que vous puissiez comprendre en termes de réserve ce que ça représente, pour l'année fiscale 2026, le ministère de la Guerre, puisque c'est comme ça que ça s'appelle désormais, outre-Atlantique, a commandé un lot de 57 missiles pour l'ensemble des forces armées américaines. Donc si vous livrez 50 missiles à l'Ukraine, c'est-à-dire que vous livrez quasiment la commande que vous comptez faire pour l'année prochaine pour le Pentagone. Donc, ce qui veut dire que ce serait une estimation relativement haute, même si les réserves du Pentagone affichent un stock d'un peu plus de 4000 missiles Tomahawk. Mais bon, vu qu'il y en a plusieurs dizaines par bateau répartis sur la gigantesque US Navy, évidemment que ces stocks-là sont évidemment à relativiser. Enfin, ce chiffre est à relativiser. Euh, Ceci étant dit, la presse américaine s'est fait l'écho quand même de certaines réserves sur ce projet lié au transfert de missiles Tomahawk à l'Ukraine, notamment un article du New York Times assez bien fait, qui cite des sources militaires américaines et des experts américains qui mettent en garde contre le risque d'escalade et de confrontation directe entre la Russie et les États-Unis dans l'optique de la livraison de ce type de munitions aux Ukrainiens pour une raison très simple, c'est que il est quand même compliqué de les mettre en œuvre, là aussi en fonction du lanceur, et qu'il y aurait forcément une main, voire des mains américaines qui seraient directement impliquées dans l'emploi de ce missile-là. Et donc, on pourrait pas se cacher derrière son petit doigt pour dire c'est pas de la co-belligérance, ce serait très difficilement défendable comme position. Et la réaction de la Russie pourrait être évidemment à redouter. Donc, on continue de suivre le sujet avec Arnaud et on vous en parlera peut-être lundi prochain pour vous dire s'il y a des nouveaux développements, puisque, une fois de plus, M. Zelensky rencontre M. Trump demain. Il se dit qu'il pourrait y avoir des annonces, évidemment, à l'occasion de ce rendez-vous, et notamment des annonces qui pourraient porter sur cette question des missiles Tomahawk. La deuxième information dont je voulais vous faire part, eh bien, c'est la visite du président de transition syrien hier à Moscou, M. Al-Shara, qui a rencontré Vladimir Poutine au Kremlin hier. Alors, pourquoi c'est important? Bon, évidemment, parce que cette visite était prévue d'abord dans le cadre du premier sommet Russie-Ligue arabe qui devait se tenir hier à Moscou et dont je vous avais dit lundi qu'il avait été reporté au mois de novembre en raison du conflit d'agenda avec le sommet de Sharm el-Sheikh sur Gaza.
il était difficile pour des chefs d'État de gouvernement de pays arabes de se rendre à Moscou rapidement après ce sommet-là. Et donc, il a été convenu entre les Russes et le secrétariat de la Ligue arabe eh bien, de reporter ce sommet au mois de novembre. Mais ceci dit, le président syrien, malgré tout, est venu. On pourrait dire que cette visite aurait pu être reportée aussi, mais pas du tout. Il est quand même venu à Moscou, seul, et pas, je dirais, dilué dans la masse des chefs d'État et de gouvernement des pays arabes. Donc une exposition politique peut-être encore plus importante. Pour rencontrer le président russe. Alors, c'est une rencontre qui s'est bien passée, qui était attendue, puisque, évidemment, depuis que la chute de Bachar el-Assad, eh bien, les Russes et les Syriens peinaient à rétablir des relations, enfin, Syriens, les nouvelles autorités syriennes, peiner à rétablir des relations, j'allais dire, fonctionnelles. Jusqu'à l'été dernier, c'était surtout l'initiative de la part de la Russie, et c'était assez poussif. Ça ne produisait pas beaucoup de résultats. Il y a eu un retournement, un changement cet été, lié notamment aux événements qui se sont passés à Soueïda et au massacre des Druzes, qui font que les autorités syriennes finalement se sont dit qu'il était peut-être intéressant de jouer la carte russe un peu plus sérieusement et de prendre au sérieux les relations avec Moscou. Et à partir de là, les choses se sont accélérées. J'en avais parlé lundi, un petit peu peut-être au cours de précédents briefings, donc je ne reviens pas sur un petit peu les différentes visites d'officiels qui ont eu lieu, mais ce cycle-là de rencontres de haut niveau a abouti au déplacement de M. Al-Shara à Moscou hier et à sa rencontre avec le président russe. Alors il y a deux déclarations importantes, à mon sens, qui ont été faites par le président syrien. La première, c'était la volonté affichée de la Syrie de se livrer à un reset dans les relations avec la Russie, de réinitialiser les relations avec la Russie, repartir sur de bonnes bases, si on veut. Et la deuxième déclaration, c'est que le président syrien a affirmé que Damas entendait respecter tous les accords qui avaient été signés auparavant avec la Russie, sous-entendu par le régime de Bachar el-Assad. Et ça porte directement sur le cœur des intérêts russes en Syrie, qui sont les bases militaires russes de Tartous et de Khmeimim, qui sont tout ce qui importe de plus, à mon avis, aux yeux des Russes en Syrie. Et là, évidemment, c'est une grosse avancée, puisque manifestement, les Russes devraient parvenir à conserver ces deux installations, donc la base navale de Tartous et la base aérienne de Khmeimim. Alors, pas nécessairement dans le cadre de l'accord intergouvernemental de 2017, certainement que le cadre va être retravaillé. Probablement que ces bases seront plus en réalité des hubs ou des plateformes logistiques que des bases en prise souveraine. Mais pour les Russes, c'est un moindre mal. Ils pourront continuer de les utiliser pour faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire se projeter vers l'Afrique et pour la base aérienne et ravitailler la flotte russe en Méditerranée pour Tartous. Et ça, c'est probablement la plus grosse avancée à retenir de cette visite. Alors, si on regarde un petit peu plus, alors d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de publicité, puisque j'avais écrit un blog en décembre 2024 sur ce sujet-là, donc quelques semaines après la chute de Bachar el-Assad, où j'émettais l'hypothèse que les Russes parviendraient à conserver quelque chose en Syrie. Et j'argumentais, enfin, il y a tout un argumentaire derrière pour appuyer cette hypothèse. Et donc, on voit finalement que les choses se passent un peu dans cette direction-là. Alors, ce qui est intéressant aussi de relever autour de cette visite-là, c'est que évidemment, les Russes, ça ne sera pas gratuit, ils paieront certainement un loyer. J'avais parlé de livraison de pétrole, livraison de céréales qui sont possibles, des livraisons de médicaments aussi, donc des choses dont la Syrie a urgemment besoin en réalité. L'autre chose qui est intéressante, c'est voir la composition des délégations, notamment côté russe. Si Mikhail Bogdanov avait encore été en fonction le 15 octobre, il aurait très certainement été aux côtés du président russe pour assister aux échanges avec les Syriens. Il a été remercié cet été pour des raisons de départ en retraite. Manifestement, il n'a pas été remplacé parce que quand j'ai regardé les images, j'ai vu personne qui aurait été susceptible de lui succéder ou qui n'aurait la nomination aurait pu m'échapper. En revanche, on voit le rôle qui est joué par M. Novak, Alexandre Novak, l'ancien ministre de l'Énergie, qui est actuel vice-premier ministre, et qui semble avoir la main désormais sur le dossier syrien. C'est lui qui préside la commission intergouvernementale syro-russe, qui va être réactivée très prochainement. Étant donné son parcours par le ministère de l'Énergie et les réseaux dont il dispose, notamment avec le Qatar, on imagine bien que ça va permettre peut-être de débloquer certaines choses en Syrie. Pourquoi pas pour des entreprises énergétiques russes? Il se dit que Tatneft, le Tatarstan, qui vient du Tatarstan, pourrait avoir un bloc, ou en tout cas des choses à exploiter en Syrie.
On parle aussi de livraison d'armement à la Syrie potentiellement, et possiblement aussi de la reprise de patrouilles de la fameuse police militaire russe, hein. Là ça recommence à dater, mais qui servait de force d'interposition locale dans le nord de la Syrie entre différentes factions, sans rentrer dans le détail, mais aussi dans le sud de la Syrie où elle a pu patrouiller à l'époque de Assad. Et bien manifestement, les autorités syriennes souhaiteraient voir les Russes reprendre un certain nombre de ces patrouilles. Alors c'est déjà le cas dans le nord depuis quelques semaines, mais aussi dans le sud. Et là, on le comprend, c'est lié au contexte avec Israël et au clash qu'il y a eu avec les Druzes, au clash très sanglant qu'il y a eu avec les Druzes cet été. Donc affaire à suivre, mais les Russes semblent être retombés sur leurs pattes en Syrie. Et la visite de Al-Shara semble, comment dirais-je, consacrer un petit peu cette nouvelle situation. Et je termine avec un point très rapide sur Nord Stream, hein, ces gazoducs qui ont été sabotés donc en mer Baltique, puisqu'il y a eu deux informations assez intéressantes qui sont sorties ces derniers jours et ces dernières heures. Alors je rappelle que un certain nombre de ressortissants ukrainiens ont été arrêtés en Italie, en Pologne, puisque les autorités de ces pays les soupçonnent d'être directement liés au sabotage du Nord Stream. Eh bien, la Cour de cassation de Rome a donné satisfaction à la défense d'un de ses ressortissants ukrainiens qui a annulé la décision du tribunal de l'extrader vers l'Allemagne. Autrement dit, il restera en Italie, il ne sera pas extradé vers l'Allemagne qui souhaitait évidemment le recevoir pour l'auditionner et le juger éventuellement. Et on a une même décision qui, semblerait-il, devrait être prise par un tribunal polonais qui doit statuer vendredi sur le sort réservé à un autre ressortissant ukrainien arrêté en Pologne, dont l'Allemagne a demandé l'extradition. Monsieur Tusk, le Premier ministre polonais, s'est publiquement exprimé sur ce dossier en disant qu'il n'était pas souhaitable qu'il soit extradé vers l'Allemagne, et ceci dans l'intérêt du pays. Voilà, Président, je m'arrête là. Merci. Je crois qu'Arnaud voulait rajouter quelques précisions. Oui, d'abord, compléter, rebondir sur ce qu'a dit Igor à propos de M. Novak et de ses réseaux arabes. Il est aussi, et peut-être même surtout, l'homme du deal avec les Saoudiens, avec l'OPEP+. Donc M. Novak, oui, s'impose, qui lui-même n'est pas arabisant, mais s'impose comme un homme important sur le flanc sud, et en tout cas dans les relations avec les pays arabes. Et surtout, il y a une dernière minute. Je ne résiste pas au plaisir de vous l'annoncer. Les présidents Trump et Poutine se parleront ce soir. Voilà. Avant donc le rendez-vous avec Zelensky. Voilà, donc on va attendre avec encore plus d'impatience notre rendez-vous de lundi, pour voir si on aura beaucoup plus de précisions. Deux petites questions avant de rendre l'antenne. On nous pose la question qui n'est pas directement liée à ça, mais les Américains sont-ils toujours présents en Syrie? On se souvient des frictions entre patrouilles russes et américaines il y a quelques années. Oui, absolument. Ils sont toujours présents à l'est de l'Euphrate. Ils s'étaient installés là-bas du temps de la guerre en Syrie. Ils servent avec l'appui des Kurdes, hein, donc ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, donc les unités kurdes. Et ils sont toujours présents en Syrie. L'administration Biden avait légèrement augmenté leur contingent. Trump voulait pendant un moment les retirer. Finalement, ils restent manifestement là-bas. Alors, l'est de la Syrie, c'est important parce que c'est là-bas qu'il y a le pétrole. Et les Américains, en fait, par leur présence, avaient privé Bachar el-Assad d'accéder au pétrole syrien qui est de l'autre côté de l'Euphrate, et donc d'avoir une source de financement. Alors, il y avait, cela dit, quand même des trafics opaques, hein, qui se passaient dans cette zone-là. Mais les Américains sont toujours présents malgré l'effacement des Iraniens, malgré la disparition du Hezbollah, malgré l'arrivée de nouvelles autorités en Syrie, et au grand regret des Turcs qui sont toujours là. Ceci étant dit, il est question il y a un processus de normalisation entre les Kurdes et les nouvelles autorités syriennes qui est assez là aussi difficile, qui était déjà avant avec Bachar el-Assad, mais qui l'est toujours avec les nouvelles autorités, d'autant plus après les massacres de Druzes qu'il y a eu cet été du côté de Souaïda notamment. Et par conséquent, probablement qu'ils ont toujours un rôle comment dirais-je, qui présente comme étant de stabiliser cette zone-là, de protéger Israël contre éventuelles incursions hostiles et de tenir de toujours se renseigner sur l'activité de l'État islamique qui, je rappelle, malheureusement est toujours bien présent en Syrie, mais dispersé dans les zones désertiques et donc difficilement saisissable.
Eh bien, et dernière petite question alors, sur le Tomahawk, on nous suggère que peut-être le fait que le nombre suggéré de Tomahawk corresponde à la production annuelle, c'est peut-être le fait qu'on veuille donner aux Ukrainiens des vieux Tomahawks arrivés en fin de vie et qui seraient plus coûteux de démolir que de lancer. Ça, c'était oui, on peut peut-être raisonner comme ça. Bon, enfin, que ça soit 20, 30, 40 ou 50, tous les experts s'accordent à dire, indépendamment de l'âge du missile, que ça ne changera pas la donne sur le champ de bataille, hein, par contre, ça peut créer de nouvelles tensions dans les relations entre les Russes et les Américains. Ça peut avoir évidemment un effet escalatoire. Il ne faut pas se voiler la face. Et par conséquent, par voie de ricochet, peut-être in fine avoir un effet sur le champ de bataille, mais à quel prix, vous ne pouvez pas le savoir. Et justement, alors du coup, sur la discussion de ce soir entre Poutine et Trump, est-ce que c'est un levier pour l'un ou pour l'autre d'ailleurs, cette question des Bah, Tomahawks? Trump, évidemment, essaie de créer un rapport de force. Donc, ça fait 2 semaines qu'il communique sur ces tomahawks, qu'il communique volontiers là-dessus, qu'il y a tout un débat qui s'est installé entre les experts à travers la presse pour discuter de la faisabilité, la portée, etc. Tout ceci. Donc lui, il veut créer un rapport de force. Manifestement, il est déçu par les suites du sommet d'Anchorage. Il pensait peut-être s'être mis Poutine dans la poche et arriver à accélérer sur le dossier ukrainien. Il n'y est pas arrivé. Il y a un article dans Politico aujourd'hui qui en fait explique ce retournement entre guillemets de Trump par sa déception à l'égard du sommet d'Anchorage. Trump aurait considéré que finalement ce sommet aurait été mis au crédit de Poutine et pas au sien, et que ça aurait été plus un succès pour Vladimir Poutine que pour lui. Alors pour Trump, évidemment, c'est une véritable gifle, hein, il le vit comme ça en tout cas. Et ce qui peut expliquer ce retournement, ce qui ne veut pas dire que sur le fond, il est sur le même état d'esprit que pouvaient être les démocrates à l'égard du soutien à l'Ukraine, hein, c'est pas du tout ça. Mais le fait est qu'il essaye donc de construire un nouveau rapport de force à l'égard de Vladimir Poutine pour essayer de le faire fléchir et donc de passer à la table des discussions. C'est pas dit que ça fonctionne, très honnêtement, quand on voit les différents retours, les différentes analyses qui surgissent ça et là. La posture côté russe consiste à dire que ça n'aura évidemment aucun effet, ces tomahawks, sur la posture de fond de la Russie, qui est de voilà, continuer l'opération spéciale. Pardon? Oui, je partage l'analyse d'Igor sur la volonté de l'administration de Trump d'exercer de plus forte pression. On le voit sur d'autres sujets, hein, et notamment depuis quelques semaines, la volonté des Américains d'assécher les exportations de pétrole russe, donc des pressions sur l'Inde, réitérées aujourd'hui, avec ce qui semble aussi être un exercice assez traditionnel chez Trump, hein, une déclaration de tonitruante. Modi m'a assuré que l'Inde cesserait d'acheter, et puis aujourd'hui on apprend que les deux hommes se sont pas parlé. Bon, en tout cas, mais il y a aussi les sanctions, plutôt la fin des exemptions concernant l'entreprise serbe pétrolière, Nice, j'en ai parlé la semaine dernière. Les Américains demandent aux Japonais d'arrêter d'importer des hydrocarbures russes, qu'ils ne feront pas, j'en suis sûr, même les Japonais. Mais on voit qu'il y a quelque chose de cohérent. Évincer la Russie de marchés énergétiques convoités par les Américains, c'est déjà le cas en Europe, mais les Américains voient plus loin, et je soupçonne les Américains, je dirais, peut-être de faire... enfin, en tout cas, je ne suis pas certain que le soutien à l'Ukraine soit l'objectif premier dans cette affaire. C'est plutôt un bon prétexte pour essayer d'évincer les Russes. Encore une fois, s'agissant de l'Inde, de la Chine et même de la Turquie, il y a très peu de chances que ça se produise, mais la volonté est là. Euh, Par ailleurs, oui, s'agissant bon, de la conséquence possible d'une éventuelle livraison de Tomahawk, moi, ce qui me surprend quand même, c'est le changement de ton des Russes. Donc, jusqu'à présent, les Russes, après les F-16, après d'autres systèmes qui étaient censés changer la donne, étaient très flegmatiques. Là, j'ai quand même senti que, certes, ils disent que ça ne changera rien sur le terrain,
mais en revanche, ça peut changer beaucoup de choses dans la réaction russe et dans la relation russo-américaine. Donc là, pour le coup, le risque est très important pour un résultat militaire, sans doute aussi peu significatif qu'après l'annonce des F-16 et d'autres systèmes. Les Russes prennent très au sérieux le fait, semble-t-il, hein, que les Tomahawk eh ben, peuvent théoriquement, en tout cas, emporter des charges nucléaires, même si ce n'est plus le cas apparemment depuis un certain nombre d'années. Mais je suis quand même surpris par oui, le changement de ton. On n'est plus seulement dans le flegmatisme, ils ne sont plus seulement sur le mode c'est pas grave. Merci à tous les deux de toutes ces informations, analyses et éclaircissements. Nous nous retrouvons lundi à 17 heures donc pour le briefing du lundi consacré à l'international, à la diplomatie. D'ici là, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.